Bienvenue dans Nike. Nous puisons notre inspiration à la fois dans Nike, la déesse grecque de la victoire, et dans l'espérance de voir triompher le sport féminin. Plongez avec nous dans des discussions passionnantes pour relever les défis de l'égalité. Bienvenue dans Nike, où nous explorons les multiples facettes du monde du sport féminin. Aujourd'hui, nous allons écouter Florence Agathe Dubé-Moreau, autrice, chroniqueuse et commissaire indépendante en art contemporain, qui nous parle de l'univers des femmes de l'ombre dans l'industrie du sport masculin. De plus en plus, nous observons des femmes qui passent de spectatrices, cheerleaders ou conjointes d'athlètes au rôle de coach, d'arbitre et même de directrice d'équipe. Mais est-ce réellement une avancée significative ? Pour répondre à cette question complexe, nous allons débattre avec notre invité pour savoir s'il s'agit d'un lieu de reproduction des pires stéréotypes ou bien existe-t-il une possibilité réelle d'en faire un lieu de résistance où se conjuguent justice sociale et égalité des genres. Bonjour Florence Agathe, merci d'être venue nous parler de votre livre Hors-jeu. Il vient d'être publié et il explore la place des femmes dans l'industrie du sport professionnel. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'écrire ce livre ? Bonjour, tellement heureuse d'être ici. Alors, le déclic du livre, ça remonte à 2014 en fait, le moment où mon partenaire de vie a été recruté par une équipe de la NFL, donc football américain aux États-Unis, plus précisément par les Chiefs, qui sont une équipe donc basée à Kansas City. Et pour un peu situer, c'est l'équipe qui vient de remporter le Super Bowl cette année en 2024, donc les champions en titre. Et donc, oui, le déclic, c'est ce recrutement et finalement ma découverte de cet univers, donc celui de la NFL, mais plus largement celui du sport masculin professionnel. Donc là, pour la petite histoire, moi, je suis pas du tout versée dans le sport. Je suis historienne de l'art de formation. Je travaille comme commissaire en art contemporain. Après, je suis une personne féministe et là, je débarque dans cet univers. Donc, pensé par et pour les hommes, axé sur le spectacle sportif aussi. Et très, très, très loin de moi, de qui je suis. Je crois que ce choc-là a été aussi amplifié par le fait que, je suis québécoise. Et au Québec, quand même, on est donc une très petite communauté francophone en Amérique du Nord. On a une culture qui est très, progressiste, ouverte, où la religion est assez distanciée de la vie des francophones au Québec. Et donc, je débarquais aussi dans un contexte culturel où, dans le Midwest américain, là où Kansas City est, c'est un milieu très conservateur, très traditionnel. Et j'arrivais dans ce milieu sportif où j'étais aussi comme femme marginalisée et où, on m'indiquait, voici les activités pour les autres conjointes, pour les femmes. Et c'était des activités où on m'enseignait comment, par exemple, faire la valise de mon conjoint quand il jouait à l'extérieur de Kansas City, comment retranscrire, mon passage préféré de la Bible pour l'inspirer avant ses matchs. C'était un univers où, à tellement de plans, j'étais choquée, en choc vraiment. Je ne m'identifiais pas du tout à cet univers-là. Je n'ai pas d'une famille sportive non plus. J'avais jamais suivi le sport. Après la NFL, moi je connaissais parce que j'écoutais les matchs de la mi-temps, comme tout le monde, les soirs de Super Bowl, c'est tout là. Après les spectacles, à grand déploiement, mais c'est ce que j'en connaissais de la NFL. Donc ça a été une grande surprise, un grand choc, et au fil des années, parce que mon partenaire a joué 9 ans dans la NFL, donc il a été à Kansas City 7 ans, puis ensuite à New York chez les Jets pendant 2 ans. Et au fil des années de sa carrière, il y a une grande fatigue, j'ai envie de dire, qui s'est installée, une fatigue par rapport à ce spectacle, justement, sportif, mais aussi de la masculinité et de justement certains cadres, certains stéréotypes, certaines dynamiques très sexistes, très ancrées dans le patriarcat qui sont, à mes yeux, glorifiés et reconduits par les grandes ligues de sport masculines.
Et j'ouvre le livre avec cette scène, en fait, où on est à Kansas City dans un bar sportif. Donc, tous les murs sont tapissés d'écrans avec différents matchs, que ça soit universitaire, ligue mineure, ligue majeure, bon, tout plein de sports. Et sur tous ces écrans-là, il n'y a que des hommes qui jouent avec des balles, des ballons, des bâtons. Et leurs images sont seulement intercoupées par des journalistes masculins qui commentent ces exploits-là. Et je trouvais que ce moment-là, qui est vraiment resté gravé dans ma mémoire, ce moment où j'étais assise au bar et j'étais comme, mais qu'est-ce qu'on fout avec le sport? Qu'est-ce que le sport fait activement à la place des femmes dans la société, t'sais? Et donc, le moteur du livre, c'est vraiment devenu une espèce de quête où, premièrement, me dire, ben, sont où les femmes dans le sport? Pourquoi je peux jamais en consommer quand j'entre justement dans un contexte sportif? Ou quand je me dis, combien de fois dans ma vie j'ai dédié un après-midi à aller voir un match de quoi que ce soit, en fait, de peu importe le sport féminin, jamais. Jamais, alors que pendant 10 ans, j'ai consommé du sport. J'ai dédié des week-ends entiers à aller voir des hommes jouer au ballon. Mais jamais j'avais fait la même chose pour des femmes. Et donc, cette question, où sont les femmes dans le sport? C'est vraiment devenu le moteur du livre. C'est aussi, ça cartographie le livre au sens où je les cherche dans l'industrie du sport professionnel. Elles sont conjointes, comme moi je l'étais. Elles sont en couple avec des joueurs. Elles sont cheerleaders ou pom-pom girls. Elles sont arbitres, elles sont coachs, elles sont dirigeantes. Donc, je dresse le portrait vraiment de ces femmes-là, de quel est leur rapport au sport largement, quels sont les stéréotypes ou les barrières avec lesquelles elles doivent composer dans cet univers-là. Et l'objectif, c'est vraiment de célébrer leur présence, leur rapport, leur existence dans cette industrie qui les prend si peu en considération. Et donc, c'est une grande preuve d'amour et en même temps, un appel à se responsabiliser collectivement sur qu'est-ce qu'on veut que le sport dise de nous comme société. Tout à fait. Et c'est hyper intéressant. C'est super. Tout ce que vous abordez dans le thème, on l'a vu. Donc, on a vu la place des femmes, on a vu la place des femmes en tant que femme d'eux, en tant que maman aussi, en tant que cheerleader, et ensuite dans les instances un peu plus dirigeantes sportives. Vous avez mentionné dans une interview que bien que les femmes représentent 40% des athlètes professionnels, seulement 4% du temps d'antenne est consacré au sport féminin. Vous l'avez dit par rapport au fait d'entrer dans ce bar et de ne pas voir de sport féminin. Comment cette invisibilité, elle affecte les athlètes féminines et la perception du sport par le public ? Alors, c'est fascinant parce que au Québec, le livre est sorti depuis octobre dernier, 2023. Et déjà, il y a certaines statistiques dans le livre qui sont désuètes. Donc ça, c'en est une, le 4%. Il a été battu quelques semaines après, donc en novembre, par une nouvelle étude menée aux États-Unis qui se concentre particulièrement sur le marché américain et qui estimerait que depuis les années 2010, on serait plutôt vers un 15%. Donc, il y aurait vraiment une amélioration à ce niveau-là. Bon, après 15%, on est loin de la zone paritaire quand même. Tout à fait. C'est pas idéal, mais quand même, ça change. Et un des grands facteurs qui a influencé finalement cette amélioration-là du temps d'antenne dédié au sport féminin, c'est les réseaux sociaux et les médias dits, alternatifs finalement, qui parle de sport féminin différemment, qui montre le sport féminin sur les canaux qui sont non traditionnels, disons, et qui fait en sorte que, bon, la place du sport féminin a grandi. Donc, on peut se réjouir. Moi, je dis toujours, un de mes objectifs secrets avec ce livre-là, c'est qu'il soit finalement le plus désuet, le plus rapidement possible. On ne peut que se souhaiter ça. Parce que vraiment, c'est ça, le livre est construit, avec 3 regards différents qui s'entremêlent tout au long des pages. Donc, vraiment des anecdotes du terrain, des coulisses. Donc, j'amène vraiment les gens avec moi, à mon premier match dans la NFL, dans les parties de Noël dans la NFL, au Super Bowl en 2020, quand les Chiefs ont gagné pour la première fois. Mais tout ça est entrecoupé de, donc, statistiques et chiffres, vraiment un état de la question, un état des faits, les chiffres, les statistiques sur comment ça va la place des femmes dans le sport en Amérique du Nord. Et tout ça est encore une fois entrecoupé de théories féministes et de théories aussi culturelles sur justement le pouvoir des images sportives, une réflexion plus large sur
qu'est-ce que ces images racontent et qu'est-ce qu'on veut qu'elles nous racontent. Donc, oui, les statistiques bougent et bougent très rapidement. Ça parle aussi d'un certain momentum ou d'un mouvement en ce moment autour du sport féminin et de la place des femmes dans le sport particulièrement. Bon, moi, j'étudie l'Amérique du Nord, mais c'est c'est très présent dans nos médias en ce moment. Toujours, on voudrait plus, mais quand même, il y a un engouement certain, des nouvelles ligues féminines qui sont formées, des records d'assistance dans les stades, de codes d'écoute à la télévision, de vente de marchandises ou de vente de deals télé. Et ça, c'est historique. Donc, il y a ce sentiment que les choses bougent et que le livre s'inscrit dans ce mouvement-là plus largement. Mais sinon, oui, sur la place, le poids du sport masculin versus le sport féminin dans les médias, entre autres, ben, vous savez, l'invisibilité des femmes a le pendant de l'omniprésence, donc des hommes dans le sport. Puis effectivement, les statistiques sont un peu effrayantes, j'ai envie de dire. Mais aussi, moi, ce que je trouve que ça dévoile, c'est que finalement, le degré zéro du sport, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est masculin. C'est que le genre par défaut du sport, il est masculin. Par exemple, aux États-Unis, un des grands sports, c'est le basketball et la ligue s'appelle la NBA. Mais la ligue féminine de basketball s'appelle la WNBA. Donc, on insère le genre woman des femmes, des athlètes finalement qui jouent dans le nom même de la ligue, le nom même du sport. Donc, les femmes doivent revendiquer leur place sur ce terrain-là, celui du basketball. C'est la même chose au hockey professionnel sur glace. Dans le nom de la ligue masculine, il n'y a pas le genre masculin. Donc, on assume que le hockey est masculin. Et ça, c'est très fort, encore une fois, en termes d'image. Bon, ça, c'est ma déformation professionnelle, mais l'image est tellement forte, ça marque les imaginaires et le fait qu'on ne les voit pas non plus à la télévision, ben, c'est vrai qu'elle reste dans une zone d'ombre, finalement. Et il y a une autrice et une penseuse féministe très importante au Québec qui s'appelle Martine Delvaux, qui a publié un livre il y a quelques années qui s'appelle Le Boys Club. Et je vous recommande cette lecture, c'est fabuleux. Elle s'intéresse au groupe d'hommes ensemble, les hommes qui partagent un certain pouvoir ensemble. Donc, elle se penche sur le sport professionnel, mais aussi la politique, la finance, la religion, les forces armées, toutes ces chasses gardées finalement masculines où la majorité est masculine. Et ce qui est hyper perturbant, c'est qu'elle croise cette non-mixité masculine-là, donc ce pouvoir gardé par les hommes, avec des enjeux de racisme, de misogynie, d'homophobie hyper violente. Et donc, cette corrélation où, si autour de la table, ce n'est pas diversifié, mais les décisions qui sont prises sont souvent discriminatoires envers plusieurs groupes simultanément, ben, elle est très réelle et elle est documentée à travers l'histoire. Donc, à cette omniprésence masculine, moi, j'ai envie justement d'opposer une célébration des femmes pour qu'on puisse réfléchir aux femmes dans le sport différemment. Entre autres, c'était une des missions que je m'étais donnée en parlant des conjointes de joueurs dans le livre comme des femmes qui participent au sport. Donc déjà, d'essayer en tout cas de changer un peu la perception ou la vision de ces femmes-là qui sont emprises souvent à des stéréotypes sexistes hyper violents aussi. Et donc, de travailler à ce qu'on puisse peut-être changer notre discours, notre regard autour de ces femmes-là, raconter aussi les cheerleaders d'une autre façon, valoriser le travail et le chemin que les femmes font dans le sport et surtout le courage qu'elles ont de s'inscrire dans ces milieux-là, donc qui souvent ne sont pas pensés pour elles du tout et ne l'ont jamais été non plus historiquement. Bon, cette année avec les JO, on dit c'est la première fois de l'histoire des Jeux modernes, donc depuis 124 ans que les Jeux sont paritaires. Donc le sport moderne exclut énormément de groupes marginalisés, minorisés au fil des siècles. Et ça, c'est un fait
Après, moi, j'ai écrit 250 pages pour expliquer pourquoi ça serait bien que le sport soit plus inclusif, mais c'est un fait. C'est juste comme ça. Après, c'est de se dire, nous, comme société, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut que le sport raconte comme histoire? Comment on veut qu'il nous représente? Je crois que elle est, en tout cas, une des pistes de solution réside là, c'est de ne pas accepter que le sport soit figé dans le passé, que le sport soit un reflet passif de ce qu'on est comme communauté, comme collectivité, mais qu'on reconnaisse le sport comme un producteur culturel, comme un moteur, comme quelque chose qui est très actif et qui peut finalement agir sur nos sociétés, agir sur des idéaux de justice sociale et d'inclusion de manière vraiment concrète et, j'ai envie de dire, flamboyante d'une certaine façon, parce que c'est ça aussi le sport. C'est oui un spectacle, mais c'est des grandes histoires, c'est des grandes émotions, ça nous rassemble, ça produit des collectivités, des identités, c'est hyper puissant le sport. Donc le sport peut avoir ce rôle-là dans la société si ensemble on décide que c'est ce qu'on veut qu'il soit aussi pour nous. Tout à fait. Et ce que vous dites par rapport aux États-Unis, c'est identique en France, hein, à une moindre échelle, je vais dire, parce que le sport est différent entre les États-Unis et la France, mais c'est tout comme la place des femmes dans les stades, la place des femmes d'eux, c'est exactement pareil. Et les sportives féminines, les athlètes féminines, c'est exactement pareil. C'est fou, c'est fou. Mais c'est vrai. Puis bon, là, je suis en France depuis quelques jours, puis j'ai fait justement une petite tournée média et effectivement, tu sais, on parle de chiffres, on parle de donc quelles sont les organisations comme vous ici qui agissent sur ces données-là, sur ces statistiques-là, et les chiffres sont pratiquement les mêmes. C'est hallucinant. C'est vraiment perturbant, en fait, que, bon, mais finalement, on tolère, on tolère cette situation-là, où elle est tolérée depuis, des décennies. Exactement. Au niveau des écarts salariaux entre les athlètes masculins et féminins, on voit qu'ils sont quand même assez notables. Pourriez-vous expliquer comment cela influence non seulement les athlètes, mais aussi les femmes qui travaillent dans des postes clés au sein des organisations sportives? Bien, il y a beaucoup de choses à dire sur les écarts de salaire. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que d'abord, dans le sport, on le sait, il y a peu d'élus. Il y a beaucoup, beaucoup de sportives, mais il y a je veux dire, par exemple, dans la NFL, c'est un sport qui passe par l'université aux États-Unis. Donc, les garçons sont recrutés à partir de leur université pour entrer dans la ligue professionnelle. Et on estime qu'il y a seulement environ 1% des joueurs à l'université qui accèdent au niveau professionnel. C'est rien, c'est infime, on s'entend. Mais après, c'est un peu ça dans tous les sports, dans le sens où c'est pas tout le monde qui a le bon timing, le bon corps, le bon, etc. Les conditions sont réunies. Bref. C'est très sélectif. Peu d'élus, exactement. Mais si on considère que les femmes et les hommes sont devant ce risque-là de la même façon, dans le sens que les deux sont devant cette réalité-là, c'est juste un fait, il y a quand même des choses qui viennent mitiger la réalité pour les hommes versus les femmes, au sens où les salaires et les perspectives professionnelles ne sont pas, en 2024, les mêmes pour les hommes et les femmes. Par exemple, au Canada et aux États-Unis, en janvier 2024, il y a une nouvelle ligue de hockey professionnel sur glace qui a été lancée pour les femmes. Et c'est historique, on bat des records, c'est exceptionnel, c'est vraiment un moment effervescent pour le sport féminin en Amérique du Nord en ce moment. Mais reste que ces femmes-là reçoivent en moyenne un salaire qui se situe entre 35 000 et 80 000 $ canadiens par année, alors que le salaire le plus bas dans la Ligue masculine de hockey sur glace, c'est 700 000. Donc, on s'entend, là. On n'est pas au même niveau, on s'entend. Puis, pareil, au soccer, nous, on dit soccer, oui, au football européen, en tout cas, au soccer aux États-Unis, bon, on sait, c'est les championnes du monde, elles sont exceptionnelles, les Megan Rapinoe, etc. Mais je veux dire, cette ligue-là de soccer féminin aux États-Unis, il y a quelques années, en 2021, l'ancienne campagne de sensibilisation fait que la majorité des joueuses avaient encore un autre emploi en marge de leur pratique professionnelle, et certaines 2 et certaines 3 pour arriver. Donc, si on est dans un environnement aussi compétitif que d'aspirer à une carrière sportive professionnelle,
mais qu'on doit combiner plusieurs emplois, puis qu'on n'a pas de soutien. Donc là, après, on tombe dans quels sont les complexes sportifs où ces femmes-là s'entraînent. Est-ce qu'elles ont un appui aussi médical quand elles sont blessées, etc. Tu sais, quelles sont les ressources pour optimiser leur performance? Si on n'est absolument pas dans les mêmes possibilités pour ces femmes-là, ben les risques, ils sont pas les mêmes non plus, on s'entend. Là. C'est pas juste il y a peu d'élus, c'est que les femmes rament extrêmement plus fort que leurs homologues pour espérer peut-être se rendre. Et après, c'est pas tous les sports non plus qui ont des structures qui permettent une professionnalisation. Avant le lancement de cette ligue de hockey féminin au Québec, ben il y en avait pas d'autres options. On était dans un moment historique où les petits garçons et les petites filles qui voulaient jouer au hockey professionnellement, ben ils avaient pas les mêmes options, ils avaient pas les mêmes rêves. Les petits garçons pouvaient rêver d'avoir une carrière professionnelle et les petites filles non. Donc, c'est hallucinant. Moi, je trouve que c'est là où sociétalement, il y a quelque chose d'hyper violent aussi. Qu'est-ce qu'on envoie comme message? Je veux dire, quand on Google la définition du sport selon l'UNESCO, on nous dit égalité, respect, inclusion. Mais moi, c'est pas ça que je vois sur le terrain. C'est loin d'être ça la réalité en vrai pour ces athlètes-là. Donc, sur la question de l'écart, ben il y a justement cette espèce de grandes disparités qui s'installent juste en termes du chemin qu'il y a à parcourir et les réelles options professionnelles qui sont devant ces femmes-là. Parce qu'après aussi, être un athlète professionnel, par définition légale, ça veut dire gagner sa vie avec son sport. Et la réalité, c'est que la majorité des femmes ne gagnent pas leur vie avec leur sport. Donc, c'est un réel enjeu. Après, dans les organisations, en termes des professionnels qui travaillent dans les organisations sportives, ces grandes ligues-là, ben il y en a très peu encore. Dans le livre, je parle plus précisément des arbitres, des coachs, parce que aussi c'est tel qu'on voit sur les terrains les jours de match dans les contextes sportifs masculins. Et je parle aussi des dirigeantes. Mais ces trois postures-là, dans le sport professionnel masculin en Amérique du Nord, ben, les premières, elles arrivent principalement en 2014, 2015. Ça fait même pas 10 ans. C'est hyper récent. Puis on peut encore les compter, hein. Tu sais, pour le livre, j'ai travaillé avec une recherchiste en sport, puis on a fait des grandes listes, des grands tableaux pour vraiment comparer quels étaient leurs parcours, d'où est-ce qu'elles venaient, quelles étaient leurs conditions de travail. Puis, je veux dire, c'est encore possible de faire ce travail-là où on peut les lister parce qu'il y en a quelques dizaines à travers les 4 plus puissantes ligues en Amérique du Nord, et c'est tout. C'est très, très, très récent. Donc, c'est une histoire qui s'écrit maintenant. Et l'autre chose qui est hyper intéressante et inacceptable par rapport aux cadres et aux personnes professionnelles féminines dans le milieu sportif, et ça, c'est aussi une dynamique qui est étudiée par la sociologue française Béatrice Barbus dans son ouvrage que je vous recommande aussi très chaudement. Donc, ça s'appelle « Du sexisme dans le sport ». Tout à fait. Qui décrit finalement le phénomène qui veut que les femmes dans les organisations sportives sont souvent concentrées loin des terrains et loin du sommet de la hiérarchie de l'organisation. Donc, ce que ça crée, c'est qu'on retrouve les femmes dans des postes d'adjointes, dans des postes aux communications, à l'administration, au soutien pour les fans. Donc, tout ce qui est autour du care, finalement, et des rôles plus seconds. Mais ce que ça crée aussi, c'est que leur salaire est moindre. Donc, cet écart-là se creuse naturellement. Elles n'ont pas accès aux mêmes options salariales. Elles n'ont pas accès aux mêmes pouvoirs décisionnels non plus. Et ensuite, l'autre point qui, moi, je trouve très intéressant et qui est très polémique, c'est que si on veut que les femmes occupent des postes vraiment décisionnels, des postes d'influence dans le sport masculin, donc il faut rêver qu'un jour, par exemple, dans la NFL, il y aurait une entraîneuse en chef qui dirigerait un club, chose qui ne s'est jamais produite. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que cette femme-là, potentiellement, un jour, elle pourrait tomber enceinte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle prendrait un congé d'1 an? Est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça serait reçu par un auditoire aussi qui est principalement masculin encore, qui incarne souvent des valeurs justement plus traditionnelles ou qui représente cette espèce de chasse gardée aussi du sport où on veut bien maintenir le pouvoir autour de cet auditoire-là masculin.
Et ça apporte des grandes questions parce que, bon, la question des congés de paternité pour les joueurs professionnels, c'est un grand débat aux États-Unis. Il y a très peu de choses qui ont été faites encore, alors que, bon, la majorité des joueurs sont en âge d'avoir des familles. Ils sont recrutés à l'âge de 21, 22 ans. Je veux dire, tout le monde pourrait avoir des enfants au cours de leur carrière. Donc, je trouve que ça ouvre cette question-là. Et quand on fait l'exercice de comparer avec qu'est-ce qui se passe du côté du sport féminin, qui, eux, je veux dire, gèrent de plein fouet cette question-là, ben il y a des solutions qui sont trouvées. Donc, miracle, d'un côté, on peut en trouver, on peut créer des conventions collectives qui prévoient ça, qui encadrent la famille, qui sécurisent ces jeunes familles-là, qui reconnaissent aussi l'arrivée d'un nouvel enfant dans le monde. Mais du côté des garçons, des hommes, c'est impossible et c'est impensable presque. Donc, c'est tabou. Mais juste ce contraste-là, qu'on soit capable de dire que du côté des hommes, ça serait impossible, mais du côté des femmes, que ça se passe et qu'on le fait et que ça fonctionne. Moi, je trouve que c'est très parlant, justement, sur cette espèce de finalement, de plus grand chapeau ou logique très patriarcale qui régit le sport professionnel comme on le connaît en ce moment, où, d'une certaine façon, ce qu'on nous dit, c'est on s'attend à ce que les hommes ne soient pas du tout impactés par l'arrivée d'enfants dans leur vie, par le début d'une famille dans leur vie. Ça nous dit aussi qu'on assume que c'est la conjointe qui va prendre soin, qui va s'occuper de la maison, qui va s'occuper de la charge mentale entourant les enfants, qui va aussi s'occuper de la charge mentale entourant le soutien psychologique de son mari, le soutien médical quand il est blessé pour s'assurer que tout va bien, qui va finalement tout faire autour de lui pour que, premièrement, sa performance sur le terrain soit optimisée, mais qu'en plus, il puisse commencer une famille et avoir des jeunes enfants sans que rien dans sa carrière ne soit impacté. Mais ça, pour moi, c'est anachronique. On est dans quelque chose d'hyper rétrograde aussi, où on s'attend à ce que les femmes répondent à certaines normes genrées hyper traditionnelles, hyper conservatrices, où elles n'ont rien d'autre à faire que s'occuper de la famille et de leur mari. C'est hallucinant, là. En fait, j'ai aucun autre mot à dire. C'est juste profondément injuste. Il y a pas d'autre façon de le dire. C'est la définition même de l'injustice. C'est tout. Les clubs devraient les rémunérer à elles aussi. Ben, en vrai, dans le livre, tu sais, j'ai un des défis, justement, que je m'étais donné, c'était de parler de ces femmes-là, les conjointes de joueurs, pour un peu dépasser les stéréotypes desquels elles sont victimes. Puis, je parle de cette charge mentale-là, je parle de finalement cette ligue qui prend pour acquis que leur existence n'est que pour le joueur. Et après, je pose la question dans le contexte d'une ligue qui génère des milliards de dollars par année et où c'est très visible et concret l'apport qu'elles ont dans la stabilité émotive et familiale de ces joueurs-là. Qu'est-ce que ça représenterait pour une ligue comme la NFL, par exemple, de reconnaître leur existence, de reconnaître leur apport, de tout ce travail invisible? Je lance quelques pistes de solutions. Je parle par exemple, de systèmes de garderie dans les villes où l'homme joue. Tu sais, ils sont là 4 ou 6 mois par année. Donc, d'avoir une aide pour la famille dans ces villes-là pendant la saison, ça serait fabuleux pour ces femmes-là. Je parle de primes de déplacement quand elles doivent changer d'emploi si le joueur est échangé d'un club à l'autre. Je parle justement de congé de paternité. Est-ce qu'on pourrait pas penser à des mesures pour leur permettre d'être présents ou en tout cas à la naissance? Je veux dire, moi, j'ai vécu des situations d'horreur où des amis conjointes de joueurs se faisaient provoquer leur accouchement un lundi parce que c'était la seule journée de congé de leur mari dans la semaine pour pouvoir ne pas aller à l'hôpital seul parce que c'est aussi des réalités où on vit dans des villes où on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, tu sais, on est là pour quelques mois puis c'est tout, où s'assurer de bien calculer leur grossesse pour s'assurer d'accoucher plutôt en mars, en avril, quand c'est la saison morte. Je veux dire, l'impact sur le vécu, sur le corps de ces femmes-là, il est réel. C'est un énorme sacrifice. C'est énorme. Puis après, comme dans tous les sports professionnels, il y a toute la question du privilège. Ça reste que c'est des familles qui sont très privilégiées, financièrement, socialement, même médiatiquement. Je veux dire, les grands clubs sportifs, ça amène justement
automatiquement ces privilèges d'accès à une tribune, etc. Et donc, si la Ligue mettait en place des mesures pour reconnaître l'existence des femmes, on aiderait quelques familles qui ont déjà des sous, etc. C'est vrai, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'élever un peu la conversation puis de dire, mais si un géant comme la NFL, qui est la ligue la plus puissante au monde, même si c'est joué uniquement aux États-Unis, si un géant comme la NFL mettait en place ce type de système, par exemple, de garderie, et donc reconnaissait l'existence et l'apport des femmes dans ses rangs, le message que ça enverrait en termes d'égalité pour les noyaux familiaux de millions de familles à travers le monde, mais ça serait immense. Donc, c'est plutôt là où, quand tout à l'heure, je parlais d'un impact sociétal plus grand que le sport peut avoir, mais moi, je le vois comme ça, dans cette idée que le sport et dans une posture de rayonnement médiatique et politique telle que s'il met en place des initiatives qui reconnaissent certaines inégalités ou discriminations dans ses propres rangs, mais ça peut servir d'un outil de sensibilisation et d'éducation tellement plus vaste que le sport. Tout à fait. Et aujourd'hui, par rapport à votre livre, en quoi espérez-vous que ce livre influencera la discussion sur la place des femmes dans le sport ? Quels sont les espoirs pour vous, pour le futur de l'industrie du sport professionnel ? Vous avez parlé du coup de ce que pourraient mettre en place les ligues par rapport aux femmes, par rapport aux familles, par rapport aux postes aussi de direction. Aujourd'hui, voilà, quels sont vos espoirs pour ce futur de l'industrie du sport professionnel ? Mes espoirs, c'est une accélération de l'amélioration de la place des femmes dans le sport. Je pense que c'est une lutte, c'est un engagement qui se passe sur deux fronts. D'abord, d'améliorer la place du sport féminin aux côtés du sport masculin sur nos grands diffuseurs. Ensuite, c'est d'améliorer la place des femmes professionnelles dans les ligues masculines parce que malheureusement, encore aujourd'hui, les plus grandes ligues ou en tout cas le marché sportif, il est détenu par les ligues masculines et donc de venir diversifier ces ligues-là, ça a un impact aussi féministe très grand. Donc, ça se passe sur les deux fronts. Ce que je vois aussi d'hyper important là-dedans, c'est qu'on a le potentiel de créer des modèles pour les jeunes filles et aussi pour les femmes, pas seulement d'athlètes féministes, mais aussi de femmes professionnelles, justement, qui travaillent dans le sport et donc qui peuvent servir en termes de visibilité, de représentation, montrer un chemin vers le sport et aussi ouvrir le sport, ouvrir cette chasse gardée-là et de faire en sorte que les femmes se sentent davantage inclus et accueillis et en sécurité aussi, j'ai envie d'ajouter, dans l'univers sportif plus large. Et je pense que les chiffres sont très similaires ici en France, mais au Canada, on a un immense problème de décrochage sportif chez les jeunes filles. Donc, au fil de leur scolarité, les jeunes filles abandonnent la pratique sportive, ne se sentent pas bien, ne se sentent pas inclus. Et ça, en termes de santé publique, c'est un réel enjeu de société. Et donc, une des pistes qui est nommée depuis des décennies, c'est justement l'enjeu de leur donner ces modèles-là, que ça soit un des outils pour justement les raccrocher au sport. Ensuite, tout ça, pour moi, passe aussi, le futur du sport passe par la responsabilisation qui touche plein de niveaux. Hein. C'est nous, comme spectateurs, spectatrices, de consommer le sport différemment, de porter un regard différent, d'utiliser des mots différents carrément pour parler du sport féminin, sport masculin, de vraiment faire attention au langage, à la manière qu'on décrit les femmes qui évoluent dans ce milieu-là pour se dégager des stéréotypes sexistes et nuisibles qui plombent le sport depuis toujours, en vrai. Donc, de pouvoir, c'est ça, se responsabiliser comme spectateur, spectatrice. Ensuite, cette responsabilisation, pour moi, elle s'étend aux clubs, aux ligues, de mettre en place des structures à l'interne qui permettent une diversification vraiment profonde des organisations. Donc, qu'on puisse dépasser cette espèce d'image de la femme première, donc la première arbitre dans la NFL, par exemple,
exemple, la première coach, basket, peu importe, mais cette idée qu'on puisse dépasser une diversité de façades et cette espèce de culte des premières pionnières, bien que c'est très important de les célébrer, mais qu'on puisse vraiment faire une réflexion et prendre des actions concrètes pour diversifier à l'interne et faire en sorte que ces femmes-là soient de moins en moins isolées et marginalisées. Oui, parce que plus de femmes les rejoignent, mais aussi parce que à l'interne, il y a une réelle volonté de les inclure de manière durable. De les considérer. Absolument. Puis le dernier front au niveau de la responsabilisation, c'est le palier politique, le palier étatique. Je crois profondément que si on veut une accélération, justement, si on veut un virement un peu plus prononcé, il faut que de la part de nos élus, il y ait une volonté politique que ça se passe, qu'il y ait des réglementations, une vision politique pour que justement le sport devienne un terrain de jeu qui soit réellement inclusif et qui mette réellement de l'avant l'égalité des chances entre femmes et hommes. Et ce dernier point-là, pour moi, ça touche une des idées avec lesquelles je clôt le livre, qui est celle d'ouvrir à qu'est-ce que ça veut dire un féminisme sportif. Pour moi, ça touche plus profondément ma propre vision du féminisme, mais c'est vraiment dans l'idée de se demander, oui, avoir une pensée féministe quand on regarde le sport, quand on consomme le sport, ça nous amène à une réflexion profonde sur la place des femmes dans le sport, à une amélioration des conditions des femmes dans le sport. Mais pour moi, le féminisme, c'est aussi une façon de réfléchir aux autres discriminations et aux autres inégalités dans le sport. Donc, d'arriver à un moment où on peut aussi considérer les enjeux de racisme, d'homophobie, de transphobie, de capacitisme qui plombent aussi le sport. Et ultimement, ça rejoint aussi les hommes parce que réfléchir à un sport féministe, mais ça nous amène aussi à réfléchir à justement ces stéréotypes de genre-là qui définissent le féminin, qu'est-ce qui est féminin, quelles sont les caractéristiques féminines versus la même construction pour les caractéristiques masculines et de reconnaître que la définition de l'athlète idéal qu'on a forgé, elle est extrêmement discriminatoire pour beaucoup d'hommes aussi et de réfléchir aussi à ce culte, par exemple, de la virilité ou de la douleur, ben c'est aussi bénéfique pour tellement d'hommes qui vivent des violences dans le sport à cause aussi de cette fermeture finalement et de cette vision très étroite de ce que le sport est fondamentalement. Et donc pour moi, c'est le féminisme finalement, ou d'une pensée féministe dans le sport, c'est finalement une piste pour rénover le sport, pour rêver à un sport plus ouvert, plus inclusif. C'est génial. En tout cas, c'est hyper intéressant. On pourrait rester des heures à discuter de tout ça. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour conclure cette interview? Ben, d'abord, j'invite les gens à lire le livre pour découvrir cet univers-là, justement, du sport professionnel en Amérique du Nord, puis à voir, quel point de contact avec la France et quelle dynamique se recoupe. C'est drôle parce que depuis la sortie du livre, il y a tellement de gens qui viennent tellement de femmes, en fait, qui viennent me voir puis qui me disent, j'ai lu votre livre sur le sport, mais moi, mon conjoint est en politique, par exemple, ou en finance, ou au cinéma, puis j'ai reconnu des motifs ou des dynamiques dans le livre. Donc, c'est un livre sur le sport, mais je pense que plus largement, c'est un livre sur la culture et la société et surtout une célébration de la force des femmes. Et en fait, je finirais en disant que la rénovation du sport ou les grandes transformations du sport en ce moment, elles se font par les femmes. Moi, ce que je vois, ce que je constate, ce que je rapporte dans le livre, c'est que ces athlètes-là qui se battent contre vent et marée, ces arbitres, ces coachs qui accèdent à des terrains qui ne leur ont jamais été ouverts auparavant, elles le font. Elles deviennent des pionnières, des premières historiques. Les nouvelles ligues qui se créent aux États-Unis, au Canada, réinventent les modèles de commanditaires, les modèles de collaboration avec les diffuseurs, le fanbase, la relation avec les communautés LGBTQ, par exemple, la relation à l'expérience de match, etc., pour créer des lieux sécuritaires pour toutes et tous. Mais tout ça, c'est porté par le sport féminin en ce moment, par ces femmes-là qui
percent finalement cette chasse gardée-là. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'elles le font déjà, mais pour que ça accélère, pour qu'on puisse aller plus loin, elles ont besoin de nous. Et c'est là où cette idée de mobilisation, responsabilisation, pour moi, elle est incontournable si on veut que le sport change. C'est à nous tous et toutes de les aider, d'être des alliés finalement de ce changement dans le sport. Super. Merci Florence Agathe d'être venue jusqu'ici pour partager votre expérience et parler de votre livre donc Hors-jeu qui est disponible aux éditions du Remue-Ménage. On peut vous souhaiter un bon retour à Montréal, je pense. Absolument, merci. Merci de nous avoir écoutés. C'était Niké. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur notre page Instagram Maison du sport au féminin et on vous dit à très vite. Merci de nous avoir écoutés. C'était Niké. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram, la Maison du sport au féminin. À très vite.